Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Salut les beaux amours! Comment ça se passe de votre côté? En ce mois de novembre, avec la lumière qui descend, je vous parle, là, il est genre 16h20, il fait noir, comme chez le loup. Ah! Puis pas juste ça, là, mais avec le gros shift de Pluton qui s'installe en Verseau pour les 20 prochaines années, là, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont astrologie dans la salle, là, mais ça nous amène des grands changements, hein? La transformation des structures, du collectif, une grosse invitation à l'épanouissement collectif. Puis tu sais, tout ça, c'est full excitant, mais c'est quand même gros, là, l'énergie de la transformation, de la transition en ce moment. C'est comme s'il y avait la mort et la naissance qui se côtoyaient en même temps. Il faut à la fois accompagner le deuil du monde comme on l'a connu, mais aussi l'émergence de la nouveauté. Je pense qu'on va être beaucoup dans ces énergies-là dans les prochaines années. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pleuré déjà quelques fois dans mon bain là, cette semaine. J'ai aussi été visitée par des dragons dans mes rêves. Là. Grosse semaine au bureau, comme on dit. Avez-vous respiré aujourd'hui, là, tu sais, vraiment été dans votre corps, genre une grosse respiration dans le ventre, là? Je vous pose la question, mais je me la pose surtout parce que moi, je me rends compte que non, en vous parlant en ce moment. Fait que pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça, une petite respiration, là, juste une au moins, là, dans le ventre, là? On se gonfle ça, là, comme on sait si bien le faire. Ah, c'est pas compliqué, hein, des fois, se sentir mieux. C'est pas obligé de coûter des milliers de dollars. Bon, maintenant qu'on est arrivé, revenons au sujet de ce podcast. Je suis vraiment, vraiment excitée de vous présenter l'invité de cet épisode. C'est quelqu'un qui m'a vraiment influencée dans mon parcours spirituel, dans ma connexion à la terre, dans ce grand retour à la maison. Puis là, quand je parle de maison, je parle en moi. Ces dernières années, honnêtement, ces enseignements infusent souvent le contenu de l'École de la vie, mais là, je me suis dit qu'il était temps de vous la présenter plus officiellement. Donc, cette semaine, j'ai le bonheur de m'asseoir en compagnie de Gina Silois. Depuis que je participe aux ateliers de Gina, que ce soit en communication consciente, en focusing de l'âme ou avec la Tara verte, j'ai une relation à moi-même là, qui est tellement plus profonde. Je me sens davantage capable d'être présente à ce qui est vivant en moi et donc à la vie de façon plus générale. Puis ça a réellement transformé mon quotidien. Et pour les gens qui ne connaissent pas Gina, je vais essayer de vous résumer ça assez rapidement. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Gina parce qu'elle a été dans l'univers de la communication non violente. Elle a été assez proche du fondateur de la communication non violente, Marshall Rosenberg. Elle a assisté, elle a été sa traductrice. C'est elle qui l'a amené au Québec en premier. Elle a aussi été étudiante auprès de Pema Chodron, la nonne bouddhiste dont je vous parle souvent ici sur le podcast. Et Gina, c'est une enseignante à temps plein depuis 20 ans. Elle est vraiment réputée pour être exceptionnellement compétente en focusing, en communication, en méditation. Elle fait des ateliers sur la présence consciente, en spiritualité, en focusing, comme je vous disais, dans les relations, la communication, la nature, la créativité. Elle a étudié beaucoup le bouddhisme, puis d'autres écoles de sagesse, des pratiques de guérison autochtone aussi depuis 1996. Et ses passions, ben, c'est la nature, la musique, le bouddhisme, l'énéagramme, les relations, la créativité. C'est une femme à l'énergie extrêmement puissante, au parcours fascinant. Je suis certaine que vous allez le ressentir à travers notre rencontre. Puis honnêtement, j'étais un petit peu gênée de l'inviter sur le podcast. J'étais un petit peu intimidée. Et là, cet automne, en octobre, Gina, elle a lancé la version traduite en français de son livre, La beauté de l'être, parce que Gina, elle est anglophone. Et dans ce livre-là, Gina, elle partage ses expériences de relations avec la nature, avec les animaux qu'elle a partagées, entre autres avec son partenaire de vie, Tosha, et aussi sa relation avec les plantes et la méditation avec Tara, qui est une pratique bouddhiste qui est très, très transformatrice, très puissante. Et je me suis dit que Gina, ça allait être la meilleure personne pour en parler avec nous sur le podcast. Donc, c'est avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup de joie que je vous présente ma rencontre avec Gina Silois. Bon épisode! Gata Samu Gata Swaha Om
Tayata Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Raja Samugati Swaha Om Tayata Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Samugati Swaha Om. Je veux juste commencer, Gina, en disant merci de m'accueillir chez toi. C'est la première fois que j'enregistre un podcast sur la route. Mm. Puis à chaque fois que j'arrive ici, il y a quelque chose de l'ordre du sacré, on dirait, qui s'installe en moi. Puis il y a vraiment quelque chose de... On sent qu'on entre dans un sanctuaire. Puis je trouve ça vraiment beau d'enregistrer ici avec toi. Mm. Donc merci de l'accueil. Merci à toi. Moi aussi, je me sens très bien ici, Ouais, fait que c'est le fun pour moi d'être ici avec toi. tu veux Ouais. plus beaucoup sortir d'ici, hein? Non, après 20 ans, 25 ans sur la route, Ouais. je retourne plus à Mhm. rester tranquille. Ouais. J'ai suivi quelques formations avec toi, puis j'ai jamais pris le temps de te remercier parce que, tu sais, ça va vite, puis il y a plein de gens, puis tout ça, mais te remercier pour vraiment tes enseignements puis ta qualité de présence. Tu sais, quand je suis arrivée ici la première fois, il y avait beaucoup de doutes, puis il y a quelque chose qui s'est complètement détendu quand je suis arrivée ici la première fois, puis il y a beaucoup de fluffiness là, dans le monde spirituel. Mm. Puis on dirait que quand je suis arrivée ici, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de véritable. Tu sais, l'authenticité, on en parle beaucoup en ce moment, mais quelque chose de vraiment authentique qui a fait en sorte que, tu sais, au lieu de m'éparpiller puis de tout le temps magasiner dans la spiritualité, ce que beaucoup de gens font, puis ce que j'ai fait beaucoup dans ma vie, on dirait que là, je suis tombée dans un chapitre d'approfondissement. Puis je trouve ça vraiment, vraiment beau et puissant ce que ça crée en moi. Puis fait que je suis très, très en joie qu'on puisse partager ensemble puis que ce soit enregistré pour que d'autres gens découvrent ces enseignements-là. En partie, là, ça va être vraiment en surface parce qu'en 1 heure, on va toucher à peine à la profondeur de tout ce que tu peux offrir, mais d'offrir ce petit tour-là d'horizon, je suis vraiment, vraiment très, très reconnaissante que tu nous offres ça. Fait que merci. Merci, je le reçois. Hmm. Ouais. J'aimerais, dans le fond, je pense que commencer par revenir à la nature en soi. Puis je la trouve vraiment intéressante, cette phrase-là. Fait que je me dis que ça peut être un bon point de départ parce qu'on peut plonger dans le focusing, dans la CNV, dans Tara, on peut aller dans plein de sujets, mais j'ai l'impression que cette phrase-là, elle englobe pas mal de choses. Fait que j'étais curieuse de savoir pourquoi tu l'avais choisie, puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi, revenir à la nature en soi. Il fallait que je trouve quelque chose avec nature, ça c'est sûr, parce que la Mhm. nature, c'est la base de ma vie, là. Les 5 éléments, la nature. Mais pas juste ça, c'est en lien avec, comme les bouddhistes appellent notre vraie nature, qu'on est né avec une personnalité, notre humanité, et on est né avec aussi quelque chose d'impermanent, notre essence, où il y a plein de mots pour le dire. Mais moi, j'aime mieux de dire la divinité ou l'essence ou l'âme, de dire c'est la nature en moi. C'est ce qui est Mhm. naturel, même si ce n'est pas ce qui est habituel, parce que maintenant, ce qui est habituel, c'est souvent les parties de nous qui sont plus fragmentées, mettons, qu'on puisse vivre, surtout en relation. Mais pour moi, c'est important de revenir à qui on est fondamentalement. Comme tu viens de dire, on est souvent identifié à nos parties, à certaines choses, à notre personnalité qu'on pense être nous. Mais comment est-ce qu'on fait pour passer à travers ça, puis vraiment revenir à ce qui est nous? Puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'obstacles dans ce chemin-là. Mm. Donc, comment ça se traduit, ce chemin-là, de revenir à la nature qui est en nous? Ben, premièrement, il faut ralentir parce qu'on est dans une société de croissance hors contrôle Mhm. et qu'on on va vite. On s'en rend même plus compte comment c'est vite. Moi, j'ai, tu sais, plus que 60 ans, fait que j'ai vu la différence des années 70 et maintenant, et comment qu'on est dans la performance maintenant, et aller vite, et performance, et tout accueillir. Et fait qu'il faut commencer par ralentir, puis avoir une expérience différente dans son système de qui on est. Mhm. Parce qu'on peut lire des livres, tu sais, ça peut nous inspirer, du monde qui nous inspire sur les méthodes qu'ils ont utilisées pour revenir à ce qui est plus véritable en eux, puis comment que c'est dans la plénitude. Mais il faut commencer par ralentir puis être curieux. Et après ça, quand on est curieux puis on ralentit, on a des expériences en nature, justement, en jardinant, en marchant dans la forêt, on a des expériences. Tout le monde a des expériences de leur vraie nature. C'est juste qu'on dirait dans une société dans laquelle
on n'en parle pas ou on prend ça pour acquis ou on ne met pas l'emphase dessus, mais si on réfléchit à pourquoi que tout le monde sort des villes les fins de semaine puis que tout le monde veut aller dans la nature, c'est parce qu'on se retrouve dans la Mhm. nature. Quand on ralentit, on est dans la nature. Même les gens qui vont faire du golf ou de la pêche ou n'importe quoi, c'est pas vraiment, tu sais, d'avoir le petit bal dans le trou. C'est vraiment, il y a comme quelque chose en nous qui se dépose. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est de commencer à être curieux puis se souvenir et écrire peut-être sur ces expériences déjà qu'on a vécues. Dans la nature. Oui, dans la nature où on se sentait plus proche de qui on Mhm. était authentiquement. Parce que dans notre culture, il y a beaucoup d'affaires pour nous distraire de qui on est. Ta connexion à la nature, c'est une grande partie de ta vie. Puis de ce que j'entends à travers ce que tu racontes, c'est aussi par ce chemin-là que tu es arrivé peut-être à connecter à ta vraie nature, là. J'ai l'impression, tu sais, comme tu dis, aller jouer au golf, aller faire du plein air, faire du ski, c'est comme un peu des prétextes pour se retrouver dans la nature parce que on le sait que ça nous fait du bien, on le ressent, mais on on l'intègre pas nécessairement dans notre vie. Puis, Non. mais comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà de juste être dans la nature puis trouver ça le fun, puis après ça, retourner chez nous, tu sais, Ouais. d'approfondir une relation véritable avec la nature? Moi, je sens que c'est un apprentissage dans lequel je suis en ce moment de déconditionner comment j'arrive dans la nature. Tu sais, il y a encore cette mentalité-là de je veux aller prendre de la nature, puis je sens en te côtoyant qu'il y a vraiment cette révérence-là, puis cette façon égalitaire, puis de vraiment d'échanger avec la nature, avec les animaux. Puis, fait que comment est-ce qu'on peut commencer à entretenir une vraie relation avec la nature, puis pas juste à aller prendre, ce qui est quelque chose qu'on fait beaucoup? Oui, oui, il y a beaucoup de monde qui viennent en campagne ou qui vivent en campagne, puis ils vont prendre des marches, mais ils ne sont pas là. Mhm. Hein? Fait que si tu as le même mental qui tourne constamment et tu n'as pas de maîtrise sur les pensées, tu t'identifies avec chaque pensée, même si tu es dans la forêt ou tu es dans un centre d'achat, c'est à peu près pareil. Ouais. Fait que ça prend encore l'intention. Fait que toi, tu dis, tu es dans ce chemin-là, mais c'est ça. Parce que tu es dans ce chemin-là, le chemin va se dérouler. Mhm. Fait que c'est que les jeunes prennent conscience qu'il y a vraiment une médecine et une énergie dans la nature qui les ramène à leur nature. C'est de commencer à s'inspirer et respirer dans la nature, justement. Ouais. Tu sais, de prendre des pauses et de peut-être y aller seul au lieu d'aller faire des conversations. Et quand on y va seul, de prendre conscience que, OK, ça pense beaucoup en ce moment. Et qu'est-ce qui peut m'aider à que ça pense moins, à ralentir le hamster dans le mental et de ressentir plus mon corps. Fait que ça peut être très corporel, très physique, Mhm. d'utiliser le physique plus, d'utiliser les autres sens que juste le penser. Les sensations Les physiques. sensations physiques de Ouais. toucher des arbres, toucher, tu sais, cet espace d'émerveillement, c'est aussi notre vraie nature. Fait que c'est de se souvenir, comme j'ai dit, peut-être écrire des expériences en nature, d'avoir un journal de nature et d'écrire qu'est-ce qui s'est réveillé en moi quand j'ai pris la marche, puis j'ai passé 10 minutes avec un arbre ou je suis allée dans l'eau, mais vraiment dans l'eau et que c'est d'être de plus en plus sensible à toute l'énergie dans la nature et Mhm. aussi ton corps physique. Fait que pour ressentir, il faut descendre toute l'énergie qui est au niveau des pensées, souvent, et d'avoir une connexion avec ton corps. Ressentir tes mains, l'intérieur de tes pieds, tes jambes, d'être vraiment là, parce qu'on est souvent dissocié dans les pensées. Ouais. Fait que c'est une habitude, la dissociation. Quand je déprends, j'arrête. Quand je suis tannée de cette habitude-là, il y a des choses, tu sais, mais c'est vraiment physique. C'est Mhm. d'aider à faire des choses dans la nature, puis pas la séparation que je ressens entre moi et la nature, au lieu que je m'en vais prendre la nature pour me ressourcer comme ça serait un autre objet. Mhm. C'est qu'à un moment donné, la nature, à force d'être dedans, tu la sens en dedans de toi, même quand tu es en dedans. Ouais. Tu sais, mais ça, il faut être connecté avec notre corps un peu plus parce que c'est énergétique, c'est de l'énergie. Mhm. Tu sais, c'est une énergie, la nature, c'est ce qu'elle dégage. Il y a plein d'études en lien avec ce que ça dégage, la nature.
Fait que, il y a des méditations que tu peux faire dans la nature. Il y a des très bons livres sur les méditations avec les éléments, si on est vraiment curieux, mais ça passe en premier par prendre conscience que la petite expérience de ma tête, c'est juste une expérience humaine et que descendre dans mon corps, m'ancrer dans la terre, ça va créer beaucoup plus de connexion et beaucoup plus d'expériences corporelles, des sensations physiques, des émotions qui peuvent monter parce qu'on est plus présent. Mhm. Fait que de pratiquer la présence dans la nature, c'est différent que juste aller marcher dans la nature. Oui, c'est ça. Ouais, Aller faire une activité dans la nature. c'est ça, une Mhm. activité. Fait que Mhm. c'est plus la pleine conscience, elle est toujours là, en Oui. nous. C'est juste de l'accéder de plus en plus, à avoir accès, de se souvenir qu'il y a un autre espace en moi où ce que je suis plus ouvert, où je me sens connectée. Ça existe déjà. C'est juste que des fois, je ne suis pas en lien avec parce que je suis poignée à identifier avec mes pensées. Mhm. Comment ça s'est présenté pour toi? C'est parce que tu n'as pas nécessairement grandi dans la nature. Ton contexte d'enfance n'était pas nécessairement dans la forêt. Puis tout ça, comment est-ce que ça t'est apparu évident pour la première fois qu'il y avait quelque chose pour toi dans la nature qui pouvait avoir un pouvoir guérisseur? Puis comment est-ce que tu es rentré dans cette relation-là plus profonde avec la nature dans ton contexte de vie? Parce que euh, pour avoir suivi des formations avec toi, tu as souvent raconté un peu d'où tu arrives. Puis j'ai toujours trouvé ça fascinant de voir Gina en ce moment, de te voir dans ce contexte-ci avec la relation que tu as avec la nature, alors que avec d'où tu arrives, tu aurais complètement pu prendre un autre chemin puis d'être complètement dans d'autres circonstances de vie en ce moment. Fait qu'est-ce qui fait que ça s'est éveillé dans ton cœur? Est-ce que tu as un souvenir précis ou c'est quelque chose qui s'est fait graduellement? Les 2. Ouais. Mais j'étais très jeune. Ma mère est en train de mourir, en tout cas, ou d'être très malade avec le cancer quand j'avais un âge. Et le reste du monde était à l'école. Moi, j'étais toute seule dans la maison, souvent. Hmm. Et il y avait personne qui s'occupait de moi. Fait que Quand tu oui, dis jeune, c'est comme... 3 ou Ah, 4 c'est ans, ça, très, très jeune. ouais. Fait que j'allais dehors, l'été au moins, l'hiver moins, là. Mais dehors, j'allais dehors, puis il y avait des écureuils, il y avait des arbres partout. Fait que j'ai connecté avec la nature. Moi, je dis souvent, mes vrais parents, c'était des arbres. Hmm. Puis j'imagine quand on est jeune, chacune, on a ça. Tu sais, les enfants veulent tout être dans la nature. Oui. Fait que ça m'a resté, ça. C'est parti à un moment donné, quand j'ai eu des années plus difficiles, tu sais, à partir de 8 ans, je dirais. Mais entre 3 et 8 ans, c'était comme vraiment comme mes parents. Pour moi, c'était mes parents. Revenir à Hmm. la maison, c'est d'être dehors avec les écureuils, les oiseaux surtout. Les oiseaux m'ont toujours enchantée sans arrêt, là, avec leurs sons. J'ai une fille qui adore les sons. Et les arbres. Fait qu'on restait assez, c'était un banlieue, genre, mais il y avait des arbres, il y avait OK. des oiseaux. Et fait que c'était une expérience vraiment marquante dans ma vie, de me sentir vraiment bien dehors. Et aussitôt que je rentrais en dedans, je me sentais plus bien, j'avais mal au ventre, puis mal à la tête. Je ressortais dehors, puis je me sentais mieux. Tu as ce souvenir-là vraiment tôt dans ta vie. Ah oui, ah oui, ah oui. Je parlais pas beaucoup aux autres quand j'étais jeune non plus. Mhm. J'étais vraiment plus tranquille, silencieuse. Et j'avais hâte de revenir d'école juste pour aller dehors, là. Je faisais mes Mhm. devoirs dans l'autobus pour que ça soit fini, pour que jusqu'à temps que le soleil se couche, que je puisse être dehors. Fait que c'était très important pour moi jeune, là. Première année, deuxième année, je pense que ça a duré jusqu'à troisième. Puis j'allais à l'école aussi à une place où il y avait des gros, gros arbres dans le cours en arrière. Ça s'appelait Elmwood. Elm, c'est orme. Ah, Des énormes ormes. Fait que dans le cours d'école, quand on allait à la récréation, là, c'était comme palpitant. Ça, je m'en allais oublier de le dire, mais ça, c'est encore parce qu'il n'y avait pas des arbres comme ça où ce que je restais. OK. Mais j'allais assez loin, 1 heure et plus d'autobus pour aller à cette école-là, parce que c'est une école en anglais. Et il y avait des arbres incroyables. Fait qu'on jouait dans les arbres, on ne voulait jamais rentrer. Tout le monde dans le cours d'école. On était assez heureux. Est-ce que, tu sais, quand tu dis que tes parents, c'était des arbres, est-ce que tu communiquais avec ces arbres-là? As-tu ce souvenir-là de... Parce qu'en en ce moment, il y a une communication avec la nature. Tu es en dialogue avec la nature. Est-ce que enfant aussi... Parce qu'on dirait que moi aussi, j'ai ces souvenirs-là
mettons, mes parents étaient vraiment pas nature, là. C'était la banlieue dans les années 80. Fait que c'était, tu sais, c'était la folie de la consommation. On dirait qu'on n'en est jamais revenu là, de cette affaire-là de la consommation, mais c'était comme acheter des affaires, les maisons neuves, tu sais, comme acheter, acheter, acheter. Puis je me rappelle qu'on était déménagés dans un triplex qui était tout neuf, là, puis mes parents étaient bien contents de ça. Tu sais, c'était la modernité. Puis en avant, il n'y avait pas encore de gazon, il n'y avait rien, puis c'était juste la terre. Puis je me rappelle m'être mise les mains dans la terre la première fois. Puis ce feeling-là m'a jamais quitté. Tu sais, c'est un de mes souvenirs les plus forts de mon enfance, là, de sentir, d'avoir touché à la terre. Puis adulte, c'est quand je me suis remise à jardiner que j'ai reconnecté avec ça. Puis j'ai fait, ah! Je le savais déjà, enfant. Tu sais, c'est juste qu'on oublie un peu par la Mm. socialisation, par plein d'affaires. Fait que moi, la première fois que j'ai jardiné puis que j'ai planté quelque chose, on dirait que il y a tout ça qui m'est revenu là. Ah, oui, OK, j'avais ça en moi jeune, puis c'est comme le chemin de réapprendre ça, ou en tout cas de désapprendre. C'est comme de désapprendre la déconnexion parce on l'a enfant, la connexion, comme ce Oui, que tu dis, elle est tellement naturelle. Puis tu as déjà rencontré ma fille Claire, elle parle aux arbres, puis c'est tellement normal pour elle. Puis une fois, on a mis une vidéo de ça sur les réseaux sociaux, puis il y a plein de gens qui trouvaient ça beau, mais il y a plein de gens qui trouvaient ça vraiment bizarre, tu sais. Puis là, je me suis dit, oh, OK, ça va être ça le message social auquel elle va être confrontée dans quelques années, ou peut-être même maintenant qu'on ne fait pas ça dans la vie, parler aux arbres, voyons donc. Fait que, tu sais, il y a quand même cette affaire-là de, de garder sa solidité ou de se rappeler de ça. On dirait que des fois, je me dis, qu'est-ce que ça prend pour qu'on tu sais, il y a comme, on dirait, repluguer, là, repluguer le fil de cette connexion-là qui est tellement simple, qui est tellement innée chez les humains. oui, Mm. oui. Oh non, on se sent nourri. Fait que la Ouais, communication, elle n'est pas verbale, mais elle est énergétique. Comme j'ai c'est dit, quand ça. j'allais dehors, tout d'un coup, j'ai l'impression que j'avais beaucoup de douleurs physiques quand j'étais jeune. Souvent malade, des crises d'asthme, des grosses crises. La seule place que j'étais bien, c'était dehors. Mhm. Fait que Puis les arbres venaient dans mes rêves. Moi, depuis que je suis jeune, mes rêves sont capotés. Fait que la nuit, ça continuait. Ça, je me souviens très bien que quand je faisais mes rêves d'arbres, là, que j'appelais, et là, je parlais avec les arbres dans la nuit aussi, ça me faisait tellement de bien. J'étais bien le matin, j'avais hâte d'aller à Mm. l'école puis voir les arbres là-bas. Fait que c'est une genre de communication qui est comme, c'est un genre c'est comme tu reçois de l'énergie, comme j'ai dit Ouais. encore. Fait que l'énergie s'échange aussi, oui, par le regard, par les mots, par le toucher, fait que puis par les pensées quand on parle avec quelqu'un. Mhm. Fait qu'il y avait plein de communication. Mais c'était par le toucher beaucoup quand on est jeune. Ouais. Fait que les gros arbres, là, on jouait on sentait les racines, on montait dans les branches, puis on sent la chaleur, l'énergie de l'arbre. Fait que oui, c'est sûr que ça a tout marqué ma vie, là. Mhm. Que ça, c'était délicieux pour moi. Puis j'en parlais pas au monde parce que c'était mon monde à moi, là, Ouais. privé, le vrai monde. Pour moi, le monde à l'extérieur de ça, c'était comme le prix à payer pour être, Mhm. après ça dans la nature. Ouais. C'est apprendre tout ce que j'avais appris à l'école, puis tout le mental. J'avais pas de problème. Moi, j'ai une très bonne mémoire, fait que l'école, c'était très facile. Puis c'était pas challengeant, c'était pas nourrissant non plus, c'était pas stimulant à l'école, à part des cours d'art. Fait que, non, il y avait beaucoup de communication. Tu sens l'énergie, tu sais, comme les enfants qui veulent jouer dans le carré de sable, là. Mhm. Fait que ça marque. Fait que quand j'allais plus mal, mettons, entre 8 et 12 ans, là, j'étais oui, dans la ville, avec beaucoup moins de nature et j'allais beaucoup pire. Fait que Mm. j'ai comme fait le lien à un moment donné à 12 13 ans. J'ai dit: «Waouh, ça fait comme tu sais, je suis en ville, dans une place laide avec gris partout, l'asphalte partout. Je vais commencer à aller en nature pour voir si ça va mieux», puis automatiquement, c'est arrivé. Mhm. Fait que j'ai plus voulu rester en ville, j'ai redéménagé parce que j'avais besoin de ces conditions favorables-là pour me sentir bien à 12 13 ans, vraiment. Et après ça, je suis allée dans l'Ouest, je suis allée au BC, puis j'étais avec des arbres centenaires, des gros, séquoias géants et j'ai voyagé pour des arbres et les montagnes pendant des années. J'ai fait du voyage quelques mois par année et je voyageais parce que je voulais rencontrer soit des montagnes ou des arbres. Il y en a qui voyagent pour rencontrer des gens. Toi, c'était les montagnes et les arbres. Oui, Ouais. fait que ça a toujours resté. Puis dans cette période-là plus difficile, qui était une période où tu étais en ville, où le contexte était vraiment moins favorable pour toi, c'est juste venu, tu t'es souvenu comment tu étais bien avec la nature, puis finalement, tu as décidé de...
Oui, j'allais Ouais, vraiment mal ouais, à 12-13 ans. J'aurais pu faire un overdose, là. ouais. Je prenais beaucoup de drogue et puis j'étais dans un milieu des crack house à côté. On restait dans un milieu très pauvre de Montréal, fait que c'était tous des vendeurs de drogue puis des Mmh. prostituées où ce qu'on restait. Fait que j'étais tout le temps dans cette énergie-là. Je suis une fille sensible. J'étais tout le temps dans l'énergie, de désespoir. J'allais même à l'école, sur la rue Sainte-Catherine, là, ça s'appelle Westmount High School, ça existe encore. Fait que il y a quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, je sais pas c'est quoi, si j'ai fait un rêve, parce que je prenais beaucoup de drogue, fait que je m'en souviens pas, c'est 74, je pense. Les années Tout 70, ouais. Ouais, puis tout le monde était pas mal, drogué Ouais. alentour de nous, à l'école, les profs aussi. Mais je me suis souvenue, à un moment donné, ça doit être par les rêves. Moi, c'est les rêves, hein, Mmh. qui m'ont inspirée. J'ai retourné à la campagne, puis après ça, je me suis dédiée à ça. Par toi-même, tu es Oui, partie. OK. oui. De façon autonome, J'ai commencé à faire du pouce, OK. beaucoup, beaucoup, à 11-12 ans. Je commençais à faire du pouce pour aller en campagne parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autobus, il y avait pas, puis fait que j'allais dans le nord au début, là, dans les Laurentides, dans les Basses Laurentides et commençais à marcher sur le bord des rivières les fins de semaine. Après ça, ça m'a apporté à rencontrer du monde différent, même à l'école, moins de monde violent, parce que j'étais dans un milieu violent et j'ai décidé de ne plus retourner où ce qu'on restait parce que c'était vraiment je relaissais ma peau, je Mmh. retourner là après un été. Fait que j'ai pu retourner là. Je me suis rangée. J'ai pas fait j'ai fait tout mon secondaire, mais j'ai manqué des gros bouts. Mais dans ce temps-là, tout le monde manquait des gros bouts. Je pouvais partir 3 mois, là. Ah ouais, puis l'école, Ah non, c'est pas comme aujourd'hui, là, ouais. parce qu'il y avait pas de travailleur social quand j'étais jeune OK. qui venait checker les familles. Il y avait plein de monde qui vivait plein d'affaires dans leur famille, plein Mmh. d'abus, puis il y avait pas de les profs s'en occupaient pas vraiment. Mmh. Puis, c'est ça, fait que j'ai décidé de plus retourner où ce qu'on était, en tout cas, parce que tu peux être en ville puis être bien, mais moi, j'étais dans un endroit vraiment horrible à Montréal et j'ai décidé de plus retourner là. J'ai manqué des mois d'école. Je partais des 2 mois dans la campagne, même dans le nord, où, c'était surtout dans le nord, mais j'ai commencé à aller aux États-Unis, pas loin ici, un peu partout pour, vivre d'autres choses et d'arrêter de me tenir d'être dans un milieu comme ça. Fait qu'une fois que tu retournes dans la nature, c'est comme: «Ah OK, je me suis retrouvée» Mmh. et là, ça a changé le cours de ma vie pas mal, tu sais, ma vie, elle a pas mal changé. J'ai arrêté, j'ai plus jamais pris de l'alcool ou du drogue depuis que j'ai 13 ans. Fait que ça fait bientôt 50 ans. J'ai arrêté de fumer des cigarettes, prendre la drogue, me tenir avec du monde violent, je dirais et j'ai commencé à faire la guérison. La nature m'a portée vers la Vers la guérison, guérison, hein. vers la paix, vers la sérénité et c'est ça, la connexion avec les arbres, mais aussi les cours d'eau. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé dans ma vie à moi et là, c'est devenu de plus en plus fort. Après ça, j'ai plus jamais vraiment resté à Montréal et j'ai toujours voyagé dans la nature. Moi, quand le monde me dit qu'ils aiment Paris puis ils aiment Londres, moi, je débarquais de l'avion pour aller à quelque part. 2 minutes après, j'étais comme 1 heure et demie de l'aéroport. Mmh. Tu sais, je suis pas attirée vers les villes. Il y a pas de ville que j'aime. Je suis Mmh. allée dans des villes, mais j'aime pas ça du tout. Fait que c'est comme naturel à moi. Je sais pas, c'est parce que j'ai du sang amérindien, mais moi, c'est comme ça m'attire pas les affaires culturelles, comme aller voir des spectacles, l'opéra, le jazz, les festivals dans les villes, les galeries d'art, rien de ça m'a jamais attirée. Aller au restaurant, je déteste ça. Mon chum trouve ça drôle. Seule personne qui connaît, c'est comme une torture pour moi, tu sais, aller au restaurant. Je suis un genre de personne qui est comme ça d'abord, tu sais, j'aime pas être dans les foules. Mmh. Puis j'aime pas nécessairement tout ce que la culture nous apporte. Ouais. Faire de l'art, j'aime ça, mais aller voir des 50 000 peintures dans une journée dans une galerie d'art, non. OK. Je passerais plus comme 25 minutes avec une peinture à contempler. Fait que c'est plus ma nature à moi. Il y a beaucoup de lenteur dans ce que tu décris, puis de prendre le temps. Puis je me demande comment est-ce parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui souffrent, puis on dirait que des fois, il y a tellement de raisons pour s'attacher à cette souffrance-là ou en tout cas s'identifier puis de rester dedans. Puis je me demande comment est-ce que tu as réussi à ouvrir ton cœur malgré toutes ces souffrances-là que tu as vécues, tu sais? Est-ce que c'est à travers la nature puis de justement pas être constamment dans la culture, dans les villes avec plein d'humains? Parce que dans ta signature de courriel, j'ai vu ça cette semaine puis ça m'a fait sourire. Il y a ton nom puis c'est écrit «Dévoué à la vie de l'âme et la beauté des humains». Puis là, je me suis dit, c'est quand même vraiment beau d'encore être dévoué à la beauté des humains malgré
tu sais, tout ce dont on parle, tout ce qui est présent, toute la souffrance qu'un humain peut vivre dans sa vie, comment est-ce qu'on peut être quand même dédié à l'âme, à l'humain comme ça? Ça a pris du temps. Ouais, Fait que quand j'étais ado, c'était pas la beauté des humains, je voyais aucune beauté dans les c'est humains. ça. Fait que c'est la nature qui m'a ramenée à la vie, Mhm. puis que ça a pris du temps avant que je me suis pas forcée à vouloir être avec plein de monde, tu sais? Fait que quand j'étais ado, moi, c'était juste la nature. Même, je dormais sur le Mont-Royal, je viens de me souvenir, le Mont-Royal m'a aidé beaucoup. Il y a quand même des renards et toutes sortes Mhm. d'animaux sur le Mhm. Mont-Royal, surtout les années 70. Ouais. Fait que, je me suis tu sais, intuitivement, ça m'a dit d'aller loin des humains parce que je les aimais pas. J'aimais pas les humains, je parlais pas beaucoup. Je voulais pas avoir d'amis, j'étais vraiment renfermée sur moi et j'étais complètement identique avec la souffrance. Comme tout le monde quand on souffre beaucoup, là. Fait que, ça a été graduel. Après ça, j'ai déménagé à la campagne, j'ai eu des enfants et j'ai travaillé en nature. Je créais des roues de médecine et des jardins dehors pour les gens. Et je m'en souviens quand ça me dit qu'il fallait que je retourne plus et devenir enseignante avec les humains, là, ça me le disait intuitivement quand je travaillais dehors, puis je ne voulais rien savoir, même à 30 ans. J'avais 30, 35 ans. J'étais correcte avec mes 2 enfants, puis les 2, 3 personnes que je voyais, mais ça fait que ça a pris du temps. Et là où j'ai commencé à prendre des cours de communication, à faire des méditations, beaucoup de méditations, des retraites de méditation de beaucoup de jours en groupe. Fait que j'ai commencé à apprivoiser les humains en silence Mhm. d'abord. À Et côté d'eux, mais pas leur parler. oui, c'est ça. Après ça, tu sais, j'ai rencontré la communication. J'ai pris beaucoup de genres de cours différents sur la communication pour m'outiller, pour être différente avec les humains que j'avais été quand j'étais jeune, tu sais. Mhm. Fait que ça, là, j'ai commencé à voir la beauté surtout à voir des enfants. Pour moi, j'étais vraiment chanceuse. J'étais comme une mère naturelle. J'en voulais pas d'enfants. Je voulais jamais avoir d'enfants. Et j'étais comme forcée à avoir un enfant. C'est arrivé comme ça. Et ça a tout changé ma vie. Tout d'un coup, j'ai connu l'amour universel avec Mhm. des humains. C'était très, 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 très fort. Dès la conception. Dès la conception de mon premier enfant, j'ai senti l'amour universel tellement fort et je rêvais à lui la nuit et il me donnait des titres de livres à lire et tout ça. J'avais Ton une enfant? connexion, oui, Wow. très fort avec lui. Puis après ça, j'ai ressenti tout le potentiel de tous les humains, tu sais. Fait que je suis allée en thérapie très jeune. J'ai commencé la thérapie à 18 ans. J'ai commencé le yoga et la méditation à 15, 16 ans. J'ai commencé les 3 ensemble. Yoga, méditation et thérapie. J'étais à Montréal à cet âge-là. J'ai retourné à l'université en musique parce que j'ai toujours chanté. Fait que le chant, ça m'a aidé. Mais je chantais tout seul dans la forêt. Fait qu'il y a des choses, tu sais, graduellement, qui m'ont aidé à revenir à la vie avec les humains. Fait que c'était graduel. Tu sais, à 18 ans, j'ai Ouais. décidé de revenir dans le monde et d'aller à l'université. Fait que ça me faisait peur, tu sais, chaque chose me faisait peur, mais je l'essayais, puis ça marchait. Mhm. Je Mhm. continuais. Fait que tranquillement, bon, il y a eu la nature qui a été vraiment un endroit de guérison pour toi. Est-ce que tu étais dans des pratiques de guérison? Est-ce que ça a été quoi le premier chemin pour toi vers vraiment la guérison plus avec des pratiques? Oui, avec la psychologie, mettons, j'étais dans un Ouais. groupe de thérapie. Quelqu'un m'a parlé d'un groupe musical qui faisait aussi de la thérapie. J'ai dit: «Ah!» Je suis allée rencontrer, puis c'est une femme extraordinaire qui avait ce groupe-là et c'était une thérapeute aussi. Fait qu'on faisait un travail sur nous là, au niveau de nos parties, l'ego. Elle était aussi voyante. Fait qu'on faisait des expériences ensemble vraiment palpitantes. Ça m'a tout changé ma vie, ça aussi. Elle intégrait de la voyance dans la thérapie de groupe? Oui, OK, oui, un peu. oui. Fait qu'il y avait plein d'affaires qui se passaient dans ces groupes-là. Puis c'était tout du monde, même 20, 30 ans plus que moi. C'est souvent du monde dans la quarantaine, cinquantaine. OK. J'avais 17 ans quand j'ai commencé avec elle. Et fait que ça, c'était mes premières. Après ça, j'ai commencé à lire des livres sur la thérapie, le Hakomi. J'ai su qu'il y avait une thérapie bouddhiste. Le bouddhisme m'a toujours Hmm. intéressée. Et là, j'ai commencé à avoir d'autres formes, des formes plus somatiques Ouais. de thérapie. Mais pendant 4 ans, je pense, j'étais dans ce groupe-là, puis ça m'a aidé beaucoup. Aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que j'ai commencé vraiment de façon intense à 18 ans, je dirais. Après ça, j'ai pris des thérapies avec le IFS, avec le Gestalt, ouais, des approches plus physiques, somatiques et des Mhm. approches de non-violence. Ouais. Fait qu'elle, elle m'a inspirée. Fait que ça aussi, ça a été un gros changement dans ma vie. Une grande rencontre. Oui, ça m'a soutenue. Si j'aurais pas eu ça, je ne sais pas si j'aurais retourné à l'université, Mhm. justement.
Est-ce que tu as terminé ton parcours à l'université ou tu as arrêté? Non, finalement? Non, pas du tout. Non, hein? J'ai vraiment pas aimé ça, les cours universitaires pour devenir une chanteuse. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait bien trop de compétition puis d'ambition là-dedans. Fait que moi, j'avais des bons profs qui venaient de New York, là. J'avais beaucoup de potentiel. Fait que je chantais qu'ils me mettaient comme sur un piédestal dans les cours. Ça créait plein de déclenchements. J'ai dit non. Moi, c'est sûr que je ne rentre pas dans le monde professionnel de la musique Mhm. ou dans ce cours-là, là, Ouais. parce que c'est ça. C'est comme ils investissent sur toi. Ils font venir du monde de New York, mais il faut que tu performes. Mhm. Puis il faut que tu sois comme meilleur que les autres. Puis ça m'a jamais parlé, la grosse compétition, la performance, là. Mhm. J'étais très, très nerveuse quand je chantais devant le monde. Fait que j'ai chanté dans des bars à Montréal à cet âge-là. Jusqu'à l'entour de 20, 21, je chantais un peu dans les bars jazz et blues de Montréal. Et je n'aimais pas du tout l'ambiance, premièrement des bars, parce que j'étais complètement straight maintenant, là. Je n'aimais pas l'alcool ni la cigarette. J'étais contre tout ça. Et en plus, je ne voulais pas être séparée du monde puis qu'on soit tous en compétition ensemble. Je trouvais ça trop Ouais, le concept de la compétitif. performance, hein, dans la musique. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, de venir dans tes fins de semaine, dans tes retraites, ça m'a vraiment réconciliée avec le chant parce que moi, mon père, c'était un chanteur populaire, là. Tu sais, tout ce que tu décris, là, c'était pas mal mon père, là. De 7 ans, là, il était groomé à devenir le petit monsieur parfait qui a chanté, tu sais. Fait que pour moi, chanter, ça a été vraiment associé à ça, à la performance. Puis je me suis toujours empêchée de chanter justement à cause de ça. Mmh. Puis de venir ici, puis de t'entendre chanter, puis que tout le monde se joigne à toi, puis de sentir qu'il y a une autre motivation derrière le fait de chanter, tu sais, que c'est pas de performer, d'aller dans un karaoké puis faire son spectacle. Tu sais, il y a quelque chose dans la vibration d'utiliser notre voix ensemble. Puis c'est vraiment quelque chose de transformateur quand on utilise notre voix d'une autre façon. Fait que tu parles de toi à l'université, je comprends que ça n'a vraiment pas résonné pour toi. Puis comment est-ce que tu l'utilises maintenant, ta voix, disons, comme quand, pour toi, comment tu vois le chant aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose qui t'intéressait déjà très jeune. Comment Oui. est-ce que tu utilises la musique puis le chant maintenant dans ta pratique spirituelle, dans des pratiques de guérison? C'est quoi pour toi la musique puis le chant? Là, ça passe beaucoup avec des mantras parce que je suis dans une voie de bouddhiste tibétaine Mhm. et les mantras m'ont toujours intéressée. Je commençais à chanter les mantras à 18, 20 ans dans mes cours de yoga et de méditation. Mais là, je suis allée vraiment profondément dedans depuis quelques années, là, puis là, ça prend cette forme-là. Fait que le son, tu sais, dans mes groupes, quand on fait de la musique, c'est pour nous aider à connecter au-delà du mental, justement. C'est très vibratoire, c'est la Mhm. musique, c'est le son. Le son est tellement important. Fait que de connecter au niveau de chanter la même chose ensemble, ça nous fait faire souvent une expérience de communion. Ça Ouais. nous unifie au-delà de nos différences. Parce que c'est facile pour les humains, parce qu'on dans nos préférences, dans nos personnalités, on est tellement différents. Mhm. Mais quand on chante, puis on chante la même chose, tout le monde ensemble, avec la même intensité, c'est pas la performance, c'est la communion. Fait que Ouais. pour moi, ça a toujours été la communion parce que quand j'étais jeune, j'avais un petit radio puis j'écoutais la musique. Puis les années 70, la musique, c'était merveilleux. C'était Cat Stevens, Johnny Mhm. Mitchell. C'était la musique douce de folk, là. J'écoutais ça quand je revenais d'école. Ça m'élevait. La musique m'a toujours élevée, autant que la nature. J'en ai pas parlé, Mhm. là, mais c'est comme, je connaissais toutes les paroles de tous les chants. Parce que j'avais juste accès à la radio, mais la radio populaire était vraiment le fun des années 70. Fait que ça me nourrit. J'ai toujours utilisé la musique j'ai toujours chanté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, maintenant, tu sais, je chante avec des gens pour qu'on puisse, tu sais, vivre la communion ensemble, faire des mélodies, les harmonies, c'est tellement beau. Tu sais, ça Mhm. nourrit la beauté. Oui, vraiment, vraiment. Quand il y a une harmonie qui se passe, il y a quelque chose en nous qui est excité, qui est nourri par ça. Puis la communion, c'est quelque chose de tellement dur, on dirait, de toucher ensemble. Tu sais, il y a pas de circonstances de vie en ce moment, je sens, où on communie ensemble, les humains, puis de Mmh. toucher à ça, il y a quelque chose dans nos cellules là, qui est excité. En tout cas, je parle pour moi là, quand j'entends ici. Puis j'ai amené ma fille il y a quelques semaines chanter, justement, puis j'ai senti qu'est-ce qui s'est passé en elle. Juste le switch, tu sais, c'était la première fois, elle est allée voir son père en spectacle et tout ça, tu sais, ça fait partie de notre vie, la musique, puis c'est dans notre maison chaque jour, la vibration de la musique, le piano, mais de sentir plusieurs personnes ensemble,
c'est complètement une autre expérience. Puis je pense qu'on est beaucoup d'humains en ce moment à rechercher cette communion-là. Puis ça peut passer, c'est quand même simple, chanter. Tu sais, c'est pas, Oui, ça demande pas beaucoup de ressources ou de, tu sais, pas besoin de dépenser de l'argent. C'est tellement simple. exact. Ouais, Ouais, ouais. on s'élève beaucoup Oui. avec les voix, puis on compare pas une voix à une autre, chacun a sa voix, tu sais. Mhm, mhm. C'est Ouais. tellement beau. Vraiment, vraiment. Puis ce pourquoi, ben, puis ce que tu pratiques, puis ce que tu offres en ce moment, c'est beaucoup la CNV, la communication non violente, et le focusing. Qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que tu as rencontré le focusing en premier ou c'est passé par la communication non violente? C'est Marshall, le fondateur, Marshall Rosenberg de Oui, la CNV, qui m'a parlé du focusing la première fois que je l'ai vu. Fait que c'est arrivé les 2 en même temps. OK. Mais ça commençait avec la communication. Comme je t'ai dit, j'avais de l'intuition que je devais être plus avec des humains, mais je ne savais pas quel humain. Et fait que j'ai fouillé, j'ai fait des ateliers quand j'allais aux États-Unis avec des gens, puis là, j'ai rencontré la communication non violente. Est-ce que c'était Fait au que début de la communication non violente ou ça faisait déjà un bout que c'était ça établi? faisait un petit bout. OK. C'était en 98, je pense, la OK. première fois que. Puis j'ai fait venir Marshall ici la première fois en 2001, je pense. Fait que ça faisait un bout que ça existait aux États-Unis et en Europe, mais moins au Canada. Fait que j'ai fait venir et tout de suite, on a vu qu'on avait de l'intérêt ensemble, qu'on était des amis faciles, moi puis mes amis et Marshall. Et c'est lui qui m'a parlé du focusing. Fait que c'est arrivé quasiment en même temps, quelques mois après que je l'ai fait venir ici pour la première fois. Je suis allée prendre une formation avec le père du focusing, Gene Gendlin, à New York. C'est pas loin d'ici où ce qu'il enseignait. C'est dans l'État de New York. Et j'ai commencé à faire les deux. Oui, au début, j'ai développé plus la communication, ben, j'avais besoin de ça. Ouais. Ça m'aidait beaucoup à, à créer une communauté. Fait que oui, À j'ai aidé entrer à en lien. installer la OK. CNV ici et de créer une communauté d'apprentissage, là. Mhm. Puis pour toi aussi, j'imagine, ça t'a aidé à créer des liens avec les humains d'une autre façon. Puis de. Oui, Ouais, ouais. oui, du monde qui était intéressé à Mhm. communiquer plus profondément ensemble. Et c'est ça, la communication non violente. C'est quand même assez différent, mais comme tu dis, on peut le faire et ça ne change pas grand-chose. Ça dépend de notre qualité de présence. Ouais. Toutes les approches, ça dépend de notre niveau de conscience et notre qualité de présence. Mhm. Et Marshall, le fondateur de la CNV, l'enseignait. Il y avait beaucoup de présence, fait qu'il enseignait dans la présence. Mais c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça ou qui pratique la présence. Ouais. Donc, on peut tellement faire plein de pratiques spirituelles ou de développement avec zéro présence. Oui, Puis ça nous donne. Ouais. ouais, c'est une technique. Ouais, Une c'est ça. technique en soi, ça, c'est pas aidant. Mais c'est comme ça que je voyais la communication non violente, honnêtement, avant de te rencontrer. Tu sais, j'en avais entendu parler, j'ai écouté des petites affaires là-dessus, j'ai acheté les livres, tu sais. Puis là, je me suis dit, bon, parfait, il y a la technique, là, comment on énonce bien les choses. Puis là, avec mon chum, on le faisait, puis je le reprenais s'il disait pas la bonne affaire, puis tout ça. Puis j'aimais ça, mais il y avait quelque chose que je sentais de très rigide. Puis on dirait que ça. J'étais comme, on dirait que c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il y a plus. Puis moi, je suis venue vers toi au départ pour la communication non violente, mais ce qu'il y avait de faire le prochain week-end qui était offert, c'était du focusing. Fait que je me suis dit, je vais y aller quand même. Tu sais, je sais pas c'est quoi du focusing, mais je vais l'essayer. Puis j'ai vraiment compris tout de suite. J'ai fait, mais c'est parce que là, en ce moment, j'essaie de faire de la communication non violente, mais j'ai pas de vraie présence à moi. Fait que je fais les choses à l'envers. Fait qu'en fait, la vie était très bien, bien faite. J'ai commencé par le focusing avec toi, puis ça m'a permis de comprendre comment entrer vraiment en relation avec les autres. C'est par la connexion à soi. Sinon, on peut pas communiquer. Puis la communication non violente, s'il n'y a pas de communication en nous, de présence à soi, c'est un peu impossible. Puis ça devient de la rigidité, puis ça devient très mental. On cherche notre sentiment, notre besoin sur une feuille, comme si on était dans une liste d'épicerie. Puis on est comme, oui, c'est celui-là, mais c'est très, très mental. C'est pas. Puis dans la formation communication non violente, on faisait le cercle d'intention d'ouverture au départ, puis je disais, j'aimerais ça, moi, avoir ce nouvel outil-là. Puis tu m'avais repris, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Tu avais dit, c'est pas un outil, la communication non violente, puis de le voir vraiment comme un changement vraiment plus profond, ça vient tellement donner un autre sens de voir la communication comme étant une façon d'être, je pense, Oui, plus qu'un outil. c'est ça. C'est une Mhm. philosophie de vie, là, tu sais. Ouais. Oui, c'est un changement au niveau de conscience, puis on a cette pleine conscience en dedans. Ouais. Fait que c'est une façon de nous aider à toucher à notre pleine conscience. Mhm. Mais de le faire uniquement à partir d'une partie mentale, c'est une technique qu'on emploie. Tu sais, Ouais. les gens le ressentent, puis nous autres, on le ressent.
Fait que, Mhm. ouais, c'est pour ça que dans la CNV, il y a l'auto-empathie. Puis Oui, je dis aux gens, c'est ça, la voie royale pour l'intégrer, c'est de ouais. connecter avec soi-même d'abord, revenir dans son corps, respirer, prendre du temps, tu sais, prendre du temps avec soi. Mhm. Ben, c'est une clé dans pas mal. Oui, C'est prendre le temps. Parce qu'on voudrait que ça aille tellement vite puis que ça se règle comme ça, là, la oui, petite formule. oui. Le focusing, c'est pas très, très connu. Quand j'en parle autour de moi, focusing, ça dit pas grand-chose à beaucoup de gens. Si tu avais à le résumer, disons, c'est quoi le focusing? C'est comme un processus de présence, Oui, c'est un maison. processus de reconstruction de toi avec toi, je dirais. OK. Fait que présence, mais aussi partie. Fait que c'est Ouais. une découverte, c'est un processus de découverte de tout ce qu'on sait pas sur nous. Mhm. Et c'est somatique, c'est très, très somatique, fait que c'est basé dans le corps, Ouais. commencer à ressentir l'intérieur de notre corps, de accueillir les émotions, accueillir les pensées et de descendre en nous, trouver notre intuition. Fait que c'est comme un processus de développement de qui on est. C'est ça que je dirais. Mhm. Et qui on est, c'est grand. Tu sais. C'est pas juste les premières 3 ou 4 parties de notre personnalité, c'est tous nos talents latents qui peuvent dormir dans le fond de qui on est, des blessures qui peuvent être là qu'on n'était pas au courant, à part de quand on les voit déclencher les autres dans les relations. Fait que c'est un processus de découverte beaucoup plus grand de mon humanité et de Mhm. tout ce que je suis, en fin de compte. Est-ce que tu dirais que c'est de toucher aussi à ce qui est inconscient? Est-ce que tu utilises ces termes-là, subconscient, inconscient? Est-ce que tu sais, est-ce que c'est des choses qui sont Oui, juste pas... Ouais. oui, oui, c'est sûr. On parle Mhm. de l'inconscient, du subconscient. L'intuition, c'est quoi, tu sais? Fait qu'on Mhm. a des façons de voir, tu sais, c'est un petit peu le mystère quand tu parles au monde de l'intuition, développer ton intuition. Comment faire ça, tu sais? Mais c'est dans l'inconscient et dans le sous-conscient, justement. Fait que c'est un psychologue qui a commencé ça pour aider chaque personne à découvrir, à être son propre thérapeute aussi, Mhm. parce qu'il voyait bien que la thérapie, c'est comme Marshall, qui avait un PhD dans la psychologie clinique, les deux, c'était des PhD en psychologie. Ils ont vu qu'encore, c'est une affaire capitaliste dans le système, que si le monde, ils ont beaucoup de sous pour payer un thérapeute, ils peuvent comme découvrir qui ils sont, mais que pour les gens de toutes les couches sociales, que c'était difficile, qu'il n'y avait pas moyen facile d'avoir des moyens pour retrouver qui on est, de Mhm. s'aider dans nos souffrances, dans nos aspirations, dans nos rêves. Fait que c'est deux grands cœurs, je dirais, Marshall Rosenberg et Jean Genlin, qui ont voulu rendre ça pour toutes les gens, descendre la structure sociale et de rendre des modalités de processus humains disponibles pour chaque personne. Puis Ouais. ça, c'est en alignement avec le sens de mon apport au changement social, parce que c'est sûr que moi, je viens de très, très pauvre, fait que ça m'a toujours touchée de voir que l'humain a tout ce qu'il faut, mais que si on n'a pas des conditions favorables comme avoir le privilège d'avoir de l'argent, Mhm. d'avoir accès à l'université et des cours universitaires, mais qu'on est comme pogné tout seul parce qu'on n'a pas 100 pièces de l'heure dans les années 80 pour payer un thérapeute et que moi, avec mes souffrances, 1 heure par mois que je pouvais me payer, ça n'aurait jamais été assez pour Non. me guérir. Fait que ça m'a inspiré beaucoup, le focusing. Puis ça Ouais. m'inspire encore. C'est une façon d'aussi de ne pas remettre le pouvoir à l'extérieur de soi, là. C'est vraiment de... C'est ça. Ouais. Développer son autonomie, sa souveraineté. On Mhm. parle beaucoup de souveraineté au Québec, mais Ouais. la souveraineté commence par à l'intérieur. Ouais. L'autonomie et la souveraineté. Mhm. Fait que d'être obligé de payer des professionnels à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, ça ne va pas se passer comme je voudrais. Mhm. J'ai pas tout le temps les moyens. Fait que même pour la maladie, moi, j'ai fait beaucoup de focusing avec mes symptômes physiques et ça m'a aidé énormément, énormément, parce que c'est de la pleine conscience. Ouais, c'est ça. Qui sait, à l'hôpital général juif de Montréal, ils ont des cours de pleine conscience dans le laboratoire de cancer, mettons, tu sais, parce que ça nous aide de connecter avec Mhm. tout ce qu'on est à travers nos symptômes physiques, à travers nos rêves.
Fait qu'il y a plein de portes pour rentrer à l'intérieur de soi. Tu peux commencer par tes rêves, faire du focusing avec tes rêves, faire du focusing avec tes symptômes physiques, faire du focusing avec les relations, puis tes déclenchements dans les relations, faire du focusing tout simplement dans la nature et de commencer à Mhm. être dans la pleine conscience dans la nature. Fait que c'est des portes vraiment intéressantes. Pour les gens qui entendent focusing en ce moment puis qui n'ont aucune idée de comment ça peut concrètement se manifester, comment ça se pratique le focusing? On part, comme tu dis, de soit un symptôme physique ou une situation. On part de quelque chose, puis ensuite, il y a une descente en nous, d'une certaine façon. C'est ça. Fait que le début, quand on l'apprend, on apprend qu'est-ce qui va nous aider le plus à rentrer dans notre système. Quand je dis système, oui, c'est le corps, mais c'est les émotions, c'est le psyché, Mhm. c'est grand. Fait qu'on appelle ça une entrée à l'intérieur. Fait qu'on apprend au début, dans le focusing, à rentrer à l'intérieur de nous. Et ça prend du temps. Hey, C'est ralentir. c'est pas évident rentrer en soi quand on n'est pas habitué, là. Non. Ouais. Fait que et fait qu'on va utiliser des méditations guidées ou ce qu'on appelle entrer à l'intérieur avec des mots. Une méditation guidée, ça peut aider des gens beaucoup. OK. Pour la plupart des gens, ça aide. Il y a des gens que c'est moins, qui sont plus mentales, puis ça les aide pas les mots. Fait qu'on va apprendre à rentrer en soi de différentes façons. On peut dessiner pour rentrer en soi. On peut faire du journal. Tu sais, au début, pour les gens qui sont Mhm. plus habitués à faire du journal ou dessiner, on peut faire des dessins et commencer à ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon estomac. Fait qu'avec les enfants, on utilise souvent ça. Il y a l'art-thérapie, le focusing, beaucoup, beaucoup, OK. qui existe pour les enfants. Fait qu'ils vont commencer à dessiner leur partie, mettons, ou dessiner leur état émotionnel. Puis pendant qu'ils dessinent, s'ils sont avec un adulte ou quelqu'un d'autre, ils peuvent dire: «Ah, qu'est-ce qui se passe dans mon corps pendant que je dessine?» Juste là, quand je dessine mon monstre dans mon estomac qui me fait mal, qu'est-ce qu'il y a de l'air sur le dessin et qu'est-ce que ça fait même dans mon corps pendant que je le dessine? Fait qu'il y a plein de Mhm. portes pour rentrer à l'intérieur. Mais en général, avec les adultes qui vont bien, qui ont assez de moyens et de ressources, on va commencer avec des petites méditations de 10-15 minutes pour un petit peu comme du vipassana, Ouais. pour rentrer à l'intérieur de son corps. Puis là, une fois qu'on est dans notre corps, c'est quoi l'intention? C'est pas d'aller changer. J'ai mal au ventre, je vais essayer de régler mon mal de ventre. Tu sais, c'est pas d'aller solutionner nécessairement ou d'aller changer les choses. Tu sais, c'est quoi l'intention quand on descend? Puis Fait que, qu'est-ce ouais, qu'on va faire finalement quand on est descendu, quand fait on est en nous? ce qu'on va faire, ça va être le contraire de ce qu'on pense, c'est qu'on va être. C'est ça. C'est ça qui est plus difficile pour les Mhm. gens, c'est qu'il n'y a rien à faire. Parce que tout ce qu'on veut faire, c'est quelque chose en nous qui veut Ouais. performer. Et ça crée souvent un empêchement à être avec tout notre système. Mhm. Fait que je dirais que c'est une partie de moi qui veut performer encore ou qui veut contrôler. Fait que le focusing, il y a des invitations et il y a des étapes pour ressentir, OK, ça, c'est une partie de moi qui veut faire. Si je reste juste avec l'être et ma partie qui veut faire, qu'est-ce qui se passe si je ne m'identifie pas avec ce qu'il veut faire, qui veut changer des choses? Fait qu'on dit en focusing que ce qui crée le changement, c'est de se désidentifier des parties qui veulent changer. Parce que quand on est identifié avec des parties qui veulent changer, il y a aussi d'autres groupes de parties dans notre psyché qui ont peur Ils du veulent changement, pas. Mhm. qui ne veulent pas, qui résistent. Fait que quand on est dans l'être, et on est plus comme capable de juste être là et écouter à l'intérieur, c'est l'écoute intérieure qui fait que les choses vont émerger Mhm. d'elles-mêmes. Fait qu'il y a une dualité à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui veut quelque chose, il y a quelque chose qui ne veut pas quelque chose. Mais ça émerge quand je suis complètement déposée, relax et la capacité d'écouter la Mhm. vie en moi. Fait Ouais. que l'écoute, c'est plus que l'oreille, c'est l'être en soi ou ma présence qui est juste là et qui accueille ce qu'il veut pas, ce qui a mal, ce qui a pas mal, tu sais, toutes les Mhm. dualités en nous. Tu sais, toutes les parties qui veulent des choses différentes. J'ai une décision à prendre, aller en vacances seule ou d'aller en vacances avec un ami. Tu sais, ça va être, on va écouter tout l'ensemble de ce qui vient en lien avec ça. Mhm. Mais il n'y a pas de but à part de la communion avec soi-même. Donc, d'être en présence avec
tout ce qui est. Parce que des fois, je pense que ça se manifeste, mettons, je vais prendre un exemple vraiment de base, mais je suis au restaurant, là, puis toi, t'aimes pas ça, là, mais c'est pas grave. Les gens qui aiment ça être au Oui. restaurant, qui voient un menu, puis qui se disent comme, ah, une partie de moi aurait le goût de manger un hamburger, puis là, comme, mais j'ai aussi le goût d'avoir une belle salade, puis me sentir bien après. Ça, c'est un exemple, disons, Oui. concret Oui. de comment est-ce que des parties en nous peuvent simultanément vouloir des choses Très bon différentes, exemple. par Oui, avec exemple. la bouffe. Ouais, La bouffe puis la consommation. oui, Ouais, oui, ce qu'on a appris qui est bon pour nous, puis la petite enfant peut-être intérieure qui ouais. veut manger quelque chose pour elle, c'est réconfortant, cette Mhm, nourriture-là. mhm. Fait que ça, c'est le fun de faire du focusing avec ça parce qu'on va avoir plus de choix. Quand on a plus de conscience, on a plus de choix. Oui. Si je suis identifiée avec le hamburger sans arrêt, ben ça donne que je mange juste ça ou je me sens coupable et j'en prends pas, mais je me sens tellement coupable quand j'en prends un que ça gruge mon système aussi. Mhm, mhm. Fait que c'est ça le bien, le mal, la moralité à l'intérieur. J'ai appris qu'un salade, c'est mieux et que le hamburger, il est pas bon. Fait que ça, c'est un bon exemple d'une dualité que si on écoute ces 2 parties-là, c'est pas ni le hamburger ni la salade qui est important. Quand on va écouter nos parties, ils vont nous dire leur motivation de base. Qu'est-ce qui est en dessous de ça? Ouais, quelque chose qui veut manger un hamburger pour moi, c'est quelque chose qui veut être réconforté parce que je mangeais ça quand j'étais jeune. Et pour elle, c'est comme ses parents sont plus là, sont morts, ça fait longtemps, ça la ramène plein de souvenirs avec le hamburger. Parce que quand je mange, mettons, je mange un hamburger à la maison, je m'en fais, là, Mhm. puis je vais à A&W, mettons, parce que quand j'étais jeune, on allait au A&W, c'est différent. OK. Elle aime moins ça à la maison qu'à A&W. Parce que quand j'étais jeune, il y avait les A&W. Ouais. Et elle se souvient de cette expérience-là. Fait qu'en écoutant nos parties, on voit en dessous, qu'est-ce qu'il y a de comblé comme besoin. Mhm. C'est comme des besoins. Fait que je vois que la partie en moi est insécure. Il faut qu'elle aille chez le dentiste cette semaine. Puis là, elle veut plein d'hamburgers, elle veut du chocolat. Fait que je peux être avec. Puis là, ça crée que ça va changer son addiction à la bouffe, mettons. Ça ne veut pas dire Mhm. que je ne vais pas manger du chocolat ou manger des hamburgers. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire même si je le fais avec une pleine conscience, Ouais. au lieu de le faire automatiquement par un manque en dedans ou Mhm. par une peur en dedans. Je vais pouvoir être avec sa peur parce qu'elle s'en va chez le dentiste, parce qu'elle a vécu des choses difficiles dans sa vie chez le dentiste quand elle était jeune. Fait que je vais pouvoir être avec ça et ça crée une expérience différente de manger, d'aller chez le dentiste. Ça crée la pleine conscience et quelque chose en dedans qui est porté. La partie qui est insécure, qui a peur, elle est portée par la présence. Je Mhm. suis en lien avec consciemment. Ouais. Fait que ça crée un gros changement dans mon système. Ouais, parce que on a tendance, en tout cas, je vais parler pour moi, s'il y a une partie je sais pas, là, qui veut acheter quelque chose, veut m'acheter une nouvelle sacoche, j'ai pas besoin de sacoche. Je veux la sacoche, là, il y a une partie qui veut vraiment beaucoup la sacoche, mais si j'ai pas de conscience, je suis identifiée à je veux une sacoche. Mais après ça, d'amener de la présence, là, je comprends le besoin qui est en dessous de cette partie-là. Fait que, qu'est-ce que ça amène d'avoir de faire ce processus-là de focusing? Tu sais, qu'est-ce que, justement, c'est pas finalement de ne pas acheter la sacoche ou de faire des meilleurs choix, c'est d'être avec, tu sais, puis pourquoi est-ce que les parties ont envie d'être entendues? C'est Tu ça. sais, parce qu'on va les réprimer. Moi, des fois, je vais me sentir coupable. Voyons donc, encore, là, ma partie qui veut la sacoche, là, tu sais, chut, 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 puis comme je la tasse. Mais finalement, une journée où je vais moins bien, là, je vais peser sur le petit bouton, puis je vais l'acheter, la sacoche. Je vais agir. Je Oui. vais m'identifier avec la stratégie de ma partie, puis je vais passer à l'action. Puis après ça, il y a une autre gang de parties qui est vraiment fâchée. Puis là, finalement, ça crée beaucoup de chaos, je me rends compte, quand Ouais. je suis identifiée aux stratégies de mes parties. Mais qu'est-ce que ça... C'est ça que... Pourquoi est-ce que d'amener de la présence à ce que nos parties veulent, ça peut transformer une vie ou amener de la guérison? Ah, c'est complètement différent parce que je suis en train de refaire une relation à l'intérieur de moi. Mhm. Fait que les parties qui sont fragmentées, c'est des Oui, fragmentations de notre esprit, sont dans la peur. oui, Hein, sont toutes dans une genre de peur différente. oui. La présence, c'est quoi? Pour moi, la présence, c'est sa capacité d'être avec, qui est la conscience, sa faculté d'attention, comme une caméra qui met sa focus à quelque part, avec ma capacité d'ouvrir mon cœur. Mm. Fait que la pleine conscience, c'est pas juste le mental, c'est sa capacité de focaliser, de mettre mon attention et après ça, d'ouvrir mon cœur. Et c'est ça que les parties de moi ont besoin. Ils pensent qu'ils ont besoin d'un hamburger ou d'une salade ou d'une sacoche, mais ils ont besoin juste de ressentir qu'ils comptent, qu'ils sont aimés. Mm.
Fait que c'est ça qui est important. On n'utilise pas trop le mot amour parce que ça peut être galvaudé Ouais. dans le focusing, fait qu'on va appeler ça la pleine conscience. Mais la pleine conscience, dans le bouddhisme et partout, c'est l'amour. C'est mon cœur qui aime ce qu'elle voit. C'est mon cœur qui accueille l'expérience d'une partie de moi. Elle Mhm. accueille. Cet accueil-là, c'est réparateur. C'est la réconciliation intérieure. Il y a Mhm. un très bon livre de Thich Nhat Hanh, qui est un des plus grands sages bouddhistes au monde, qui a gagné un prix Nobel, qui s'appelle Prendre soin de son enfant intérieur. Mhm. Il explique très bien que c'est des parties de nous qui sont conditionnées, qui sont dans la peur et qu'on a tout ce qu'il faut de les apaiser, d'être avec, de leur dire: «Je suis avec toi. Tu veux tellement la sacoche». Fait que c'est ça qui change la vie. Parce que la présence n'est pas faite juste de conscience, elle est faite d'amour conscient, d'amour tendre, Mhm. d'une ouverture. Et c'est cet amour-là, comme j'ai dit, qui repère la partie qui est fragmentée dans son univers, isolée, toute seule. Mhm. Et ça va faire ça pour chaque partie aussi, la partie qui critique après, qui dit: «Oh, ça n'a pas d'allure, je devrais être évolué, je ne devrais plus avoir besoin de sacoche, tu sais, ou de hamburger pour vivre». Ça, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est une autre partie Mhm. qui n'accepte pas qui on est. Et elle aussi, elle a besoin d'être écoutée et aimée pour son expérience. Mais qu'est-ce qu'elle a peur qui va arriver si j'évolue pas à un rythme effréné comme elle la pense qu'il devrait se Mhm. passer? Fait qu'on on va toujours écouter ce qui est là. Et c'est les parties de nous qui vont nous révéler de quoi qu'ils ont peur, derrière ce qu'ils disent, derrière ce qu'ils critiquent, jugent, leurs préférences. Comme, tu sais, les parties de nous pensent qu'ils ont la sagesse infuse puis qu'ils savent comment que c'est. Mais c'est jamais la sagesse, les parties de nous. C'est l'empêchement à la sagesse. Mais fait que naturellement, quand on accompagne les parties, juste parce qu'ils font partie de nous, ils vont commencer à changer parce qu'ils reçoivent cet amour, écoute-là. Mhm. Parce qu'entre eux, ils ne s'écoutent pas, ils ne s'aiment pas, tu sais. Comme je dis, je fais un choix, je jette la sacoche, il y a 5 parties de moi qui sont en train de critiquer cette geste-là et qui font de la domination et du pouvoir sur la partie qui agit. Et ça crée du chaos. Mhm. Fait que c'est l'identification avec les parties qui crée du chaos et de laisser les parties se rentrer dedans, de les laisser se parler entre eux. Quand je ne suis pas là, ils se parlent aussi entre eux. Et Mhm. ça crée du chaos à l'intérieur. Puis quand on descend en nous, puis qu'on offre de la présence aux différentes parties, des fois, comme tu dis, ben, il y a du chaos. Oui, Puis tu as déjà utilisé en formation l'expression comme, c'est comme une gang d'enfants là, qu'on a laissé dans une pièce, on a fermé la porte, puis on a fait «arrangez-vous la gang», et là, tout d'un coup, on réouvre la porte. Fait qu'au départ, c'est très... il se passe beaucoup d'affaires, c'est très oui. chaotique. Mais est-ce que tu penses que c'est pour ça que pour beaucoup de gens, où la première expérience, elle est quand même inconfortable. La première fois qu'on descend en soi, ou les gens qui commencent à méditer, les premières fois qu'on médite, c'est wow, on entend ce qui se passe dans notre tête finalement. Là, on porte attention à ce qui se dit. Ouais. Comment ça se fait que c'est aussi difficile pour beaucoup de gens? Pourquoi est-ce que c'est pas autant répandu la présence à l'intérieur de soi? Tu sais, qu'est-ce qui est inconfortable là-dedans? Est-ce que c'est le fait tu sais, est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est les messages sociaux? C'est quoi l'obstacle? Parce que d'offrir du non-jugement à des parties de nous qui correspondent à ce que la société juge comme étant complètement détestable, c'est quand même compliqué, faire ce chemin-là. Tu sais, qu'est-ce qui peut être aidant pour quelqu'un qui fait hey, moi, je veux pas descendre en moi parce que j'ai vraiment peur d'ouvrir la porte puis de voir qu'est-ce que je vais découvrir dans cette pièce-là que j'ai pas, C'est sûr, de laquelle j'ai pas pris soin, là. oui. Fait que ça fait comme 2500 ans qu'ils disent qu'on est dans une descente, un temps sur la terre où on reçoit des messages, fait que c'est pas juste dans notre vie, qu'on reçoit des messages on n'a pas ce qu'il faut performer, il faut être meilleur qu'on est. Mhm. Puis fait qu'il y a plein de croyances culturelles Oui. qui fait qu'on a des croyances personnelles qu'on a adoptées, jeunes, sur on n'a pas les ressources nécessaires. Tu sais, ça fait pas longtemps que Sigmund Freud, il mettait des femmes, il appelait ça des femmes hystériques. Et il voyait des femmes qui avaient des émotions et on pouvait interner une femme avec juste la signature de son mari parce qu'elle avait des émotions. Fait qu'imagine, on vient de loin, là. Mhm. Ça fait pas longtemps de ça, c'est les années 30, là, Ouais. qu'on a cru que si on avait une émotion, on allait perdre le contrôle complètement. Puis que la présence n'existe pas dans ce monde-là mental de contrôle. Mhm. Fait que c'est pour ça qu'on a tout ça. Fait que tous les êtres humains, on partage la même conscience collective
Et dans cette conscience collective, on a des croyances qui nous disent qu'on est sûr qu'on n'a pas ce qu'il faut pour dealer avec qui on est, que les émotions, c'est dangereux et qu'on va perdre nos moyens et qu'on n'a pas ce qu'il faut. Fait qu'il faut rester la porte fermée puis tenir sa mort. Tu sais. Fait qu'on regarde beaucoup de télévision, boit de l'alcool à tous les soirs ou souvent et prends ton petit verre de vin pour relaxer, pour fermer la bouche de tes parties, en voulant dire, pour que tu puisses essayer de vivre un peu de paix. Tu sais, c'est des tentatives pour vivre la paix. Fait que ça prend beaucoup de tendresse au début. Et il y a beaucoup de gens qui ont peut-être besoin d'être accompagnés ou avoir un partenaire ou un accompagnant en focusing pour leur aider à construire cette confiance-là que oui, ils ont des ressources, ils ont la présence. Parce que juste lire sur la présence, ça peut les aider quand même, ça peut les inspirer. Mais comme j'ai dit, d'aller dans la nature, de commencer à faire des expériences de présence en dehors du focusing, ça va t'aider à construire ta pratique de focusing ou de méditation. Parce que quand tu vas dans la nature, ton intention, où il n'y aura pas beaucoup de parties peut-être qui vont venir, tu vas pouvoir te calmer. Fait qu'il faut qu'il y ait des gens aient d'abord des expériences de présence, Ouais. sans être dans entendre toutes les parties émotionnelles et mentales. Ça va les aider. Ça va construire une habitude. Une Que, habitude ah, de présence. oui, une habitude. Puis après ça, là, tu peux aller en dedans puis ressentir un petit peu plus de ce qui ne va pas ou ce qui souffre en toi. Mais de commencer avec ce qui ne va pas bien, c'est peut-être pas une meilleure stratégie. Il faut commencer à faire du focusing ou la méditation avec la nature. Tu sais, je vais emmener les gens dehors et juste respire dans la... Parce que je m'en souviens, la première fois que je suis allée en dedans, j'avais tellement mal, j'avais des nausées. Oui. Ouais, quand j'ai commencé à méditer à 17-18 ans, là, j'avais des nausées à chaque fois que je fermais les yeux. Mhm. Ça me faisait mal à mon nombril, puis j'avais Aïe, des aïe, aïe. nausées. Puis mon prof de méditation, il disait non, non, reste. Je dis non, moi, je reste pas. Fait que j'allais dehors, puis j'allais juste respirer avec le gazon, ça allait mieux. Fait qu'il faut commencer avec des petites bouchées. Il Mhm. ne faut pas commencer en disant OK, il faut que je sois capable de rester dans la pleine conscience. Je vais aller dans une retraite de méditation de 10 jours, tu sais, pour Oui, oui. commencer. Non, on va commencer à méditer chez soi 15 minutes par jour. Oui. Il ne faut pas avoir une ambition trop grande parce que là, tu vas faire l'expérience qui est trop, peut-être, violent pour ton système. Fait que commencer avec des petites choses, des petites entrées à l'intérieur, des méditations guidées. Mhm. C'est beaucoup plus aidant pour les gens que rester en méditation en silence. Oui. Fait que moi, je vais recommander aux gens, non, commence avec une méditation guidée. Il y en a des très, très incroyablement bonnes, Mhm. avec beaucoup de bienveillance déjà dedans. Tu empruntes la voix et la bienveillance et la présence de quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que moi, je conseille des gens de commencer avec ça. Donc, d'être guidé par la présence de quelqu'un d'autre Oui, pour apprendre le chemin en soi qui est oui, nouveau, là. oui. Ouais. Mais c'est vrai que la nature, ça offre aussi... Les arbres, là, la première fois que tu te parlais de faire du focusing avec un arbre, j'étais comme, essayez ça, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est vraiment, vraiment puissant ce que ça change d'être avec tout seul avec ses parties. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai fait « Ouf, OK, on dirait que c'est beaucoup. » Mais effectivement, d'être allé le faire dans la forêt, de sentir la présence rassurante, sans jugement de la nature, parce que c'est ça aussi que ça offre, la nature, le non-jugement. Oui. D'être dans un contexte de non-jugement, puis de le ressentir, il y a quelque chose de vraiment apaisant qui fait qu'on est capable un petit peu plus d'être en présence avec ce qui est en nous. C'est comme s'il y avait une énergie qui... Bien, le groundé aussi, on sent qu'on est plus groundé quand Oui. il y a des éléments autour. Ah oui, ça nous affecte beaucoup. L'environnement nous affecte beaucoup. Oui. La musique, faire du focusing avec la Avec la musique que musique. tu aimes. Des Ouais. petits bouts, 5 minutes là, 15 minutes là, mais sur une musique qui trouve ton cœur. Mhm. Parce que tu sais, dans le focusing, comme dans la méditation, c'est la présence qu'on veut Ouais, avoir, ouais. installée solidement. Tu sais. Fait qu'il y a plein de façons. Oui. Puis disons que, parce que les gens qui sont intéressés, qui entendent ça, qui disent ça a l'air vraiment intriguant, j'aurais le goût, on peut suivre des formations, soit en personne avec toi, ou je pense que tu as offert aussi une formation en ligne. Je ne sais pas si c'est encore disponible, la formation. Oui, il y a Ouais. une formation pas chère que tu peux acheter en ligne où il y a des démos et des Mhm. démonstrations de focusing, puis ça C'est ça. explique le processus. Fait que ça, si tu peux le prendre. C'est vraiment pas cher, puis tu peux le faire chez vous à ta guise. Oui. Fait que c'est le fun pour pas mal de monde, ce Oui. cours-là, parce que pas besoin de sortir chez toi, tu n'as pas besoin d'être dans un groupe, tu sais. Puis c'est juste des vidéos et des audios avec des documents. Mhm. Fait que tu peux faire ça comme ça, ou tu peux prendre un cours en personne. C'est sûr que le focusing, il n'y a pas beaucoup de cours en personne. Mhm. Fait que c'est plus
aidant de commencer en ligne, peut-être pour commencer, puis de voir si tu aimes ça. Ouais, Puis quand ouais. tu vas aller plus loin, là, pour approfondir, tu pourrais aller voir, soit te faire accompagner par un accompagnement parce qu'il y a beaucoup. Parce qu'avant, c'était juste dans le monde de la psychologie. Fait qu'il y avait beaucoup de psychiatres et de psychologues qui faisaient du focusing. OK. Mais maintenant, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas psychologues et psychiatres qui offrent l'accompagnement aussi, OK. soit sur Zoom ou en personne. OK. Je vais placer le lien de la formation que tu offres en ligne, là, qui est à 75 je pense, ou en tout cas, Oui. quelque chose de vraiment abordable, là. Puis tu parlais de comment dans la culture, on a appris qu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Puis on est convaincu de ça, là. Tu sais, on a cette croyance-là, on n'a pas ce qu'il faut, on a besoin d'aide de gens autour de nous pour entrer dans un processus de guérison, puis de désapprendre notre pouvoir. Puis ça me fait penser, quand tu parles de ça, à toute ta pratique que tu as avec Tara, qui est d'ailleurs le sujet de ton livre, La beauté de l'être, qui est un super beau livre. D'ailleurs, j'ai vraiment une belle lecture. Je le lis pas dans l'ordre. Je sais pas Mm. s'il faut le lire dans l'ordre, mais en tout cas, Mm. je passe d'un chapitre à l'autre, puis je navigue. Mais la pratique de Tara, elle fait quand même beaucoup de partie de ta vie. Puis je serais curieuse qu'on en parle un petit peu en dernier sujet de notre conversation aujourd'hui. J'ai toujours, comme toi, été intéressée par le bouddhisme. Il y a quelque chose là-dedans qui m'attire vraiment beaucoup. Puis mais de pratiquer avec une figure comme Tara, on dirait que j'avais une résistance initiale à ça parce que je me disais, c'est encore une fois de remettre son pouvoir à une figure extérieure à nous. Tu sais, il y avait quelque chose en moi qui résistait beaucoup à ça. Puis la manière dont tu l'as présenté la première fois, qui moi, m'a ouvert à cette pratique-là, c'est de dire que c'est plutôt d'aller éveiller ces qualités-là qui sont en nous, puis de désapprendre cette croyance-là que on est moins que ça, puis qu'on porte pas ces qualités-là en nous. Puis c'est ça, je serais curieuse, comment tu résumerais la pratique de Tara pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie? Est-ce que c'est d'aller se prosterner devant une forme de Bouddha? Comme c'est quoi pour toi la pratique de la Tara verte? Puis comment elle est arrivée dans ta vie? Puis Mm. qu'est-ce qui a fait que ça s'est éveillé en toi? Mais je vais revenir à la nature en soi. Ouais. Fait que Tara, c'est ça que ça aide. Mhm. Ça fait que c'est vraiment aligné avec ce que j'ai toujours ressenti intuitivement que Ouais. je voulais vivre. C'est que ça m'aide à revenir à moi-même. Ouais. Fait que ce qu'ils ont remarqué dans le bouddhisme depuis 2500 ans, il y a beaucoup de genres de méditation bouddhiste, ils ont remarqué que quand on met quelque chose à l'extérieur de nous et que ça a une forme, Mhm. au lieu de faire juste une méditation sans forme, Ouais. où ce qu'on est supposé être dans le rien et dans la présence pendant des heures, qui est très difficile pour les gens, Ouais. que de prendre une figure qui représente, qui est comme une énergie qui représente notre vraie nature Mhm. en avant de nous et de la dessiner, de voir ça, tu sais, et de faire une communion avec cette énergie-là, selon eux autres, ça réveille ces qualités-là en nous. C'est Mm. comme ça nous pratique à, OK, fait qu'elle, elle représente cette figure-là en bouddhisme, comme le Bouddha Shakyamuni, qui est le Bouddha que tout le monde voit là. Mhm. C'est des figures qui représentent la paix, la compassion, la sagesse. Fait que c'est la conscience, la joie, l'équanimité, l'amour universel. Fait que ça, c'est les choses qu'on croit en bouddhiste qui font partie de notre vraie nature en soi. Mhm. Mhm. Et que de mettre quelque chose comme un statut ou une image à l'extérieur et de méditer avec ça et de ramener ça, les graines que tu as, parce que c'est des semences qu'on a à l'intérieur de nous de ça les fait pousser, cette confiance-là, qu'on est ça aussi. Ça nous inspire à le devenir qui on est Mhm. vraiment. Fait que c'est comme une forme d'inspiration. De manière que le psyché humain est fait, ils ont vu depuis 2500 ans que ces méditations-là aident les gens à devenir. Parce que c'est tellement habituel qu'on pense qu'on n'est pas ça. On n'a pas ces qualités-là, ou très peu. Parce qu'on est beaucoup en lien quand on va vite avec notre ego, avec nos parties. Fait que c'est sûr qu'on est identifié avec ça depuis qu'on est jeune. Mhm. Toute notre culture est faite pour nous identifier avec ça. Toute. De A à Z. Tout est fait pour nous déconnecter de la présence et nous connecter sur les parties. Mhm. Fait qu'on a cette expérience-là d'être là-dedans 24 heures par jour. C'est ça qu'on rencontre. Quand on rencontre d'autres humains, on rencontre des égos puis des parties. Des Ouais, parties, c'est ça. oui. Il n'y a pas beaucoup de communion, de Mhm. profondeur dans Ouais. les relations parce que tout de suite, on veut prouver qu'on est bon, qu'on est meilleur peut-être ou il y a du monde qui pense qu'ils sont moins pires que les autres, mais c'est la même chose.
Ouais. Fait que ces pratiques-là nous aident à arroser les semences de confiance et de vivre ça tous les matins. C'est une genre de méditation qui te fait comme qui agrandit ta capacité de ressentir que tu es ça, de Mhm. te ramener dans ta vraie nature et de pouvoir l'échanger tout au long de la journée dans mes relations. Fait que c'est une source de pratique et d'inspiration de notre vraie nature, je dirais, Mhm. la Tara. La première fois que tu nous as, dans une formation que j'ai fait avec toi, que tu nous as montré une image de Tara, parce que je savais un peu c'était qui. Là. J'ai fait des cours de bouddhisme avant, puis je l'avais vu, mais pas vraiment porter attention. Puis là, tu sais, l'exercice, c'était juste de porter attention, puis de vraiment être en présence avec cette figure-là, puis de voir qu'est-ce que ça évoquait en nous. Il y a quelque chose de vraiment comme random dans ma tête qui est monté. Puis là, de t'entendre parler, je comprends un petit peu mieux. Je me disais, je la trouve belle. Je la trouve belle comme Taylor Swift. Je sais que tu n'as aucune idée de c'est qui Taylor Swift, mais une espèce de vedette, tu sais, que les gens admirent beaucoup. Puis je me disais, c'est un peu ça, dans le fond, quand on regarde des vedettes, ah, ben j'aimerais ça, avoir ces qualités-là. Puis on le met à l'extérieur de nous, mais quand tu viens le ramener en toi, de faire, mais tout ça, ça existe en moi. Puis il y a ça vraiment de connecter avec cette énergie-là, avec cette figure-là. Effectivement, ça évoque ça. Puis quand je lisais ton livre, il y a une sensation dans mon corps qui est venue, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Tu décrivais de l'énergie de Tara qui descend vers nous. Puis c'était pour moi la chose, c'est comme, tu sais, la beauté ultime, là, tu sais, la nature. Mm. C'était comme si je connectais. Pour moi, tout le reste, là, tu sais, toute la société avait plus aucunement d'intérêt. Tout d'un coup, je suis comme devenue là, magnétisée par cette beauté-là, puis cet amour-là, puis cette il y a comme quelque chose, juste en lisant ta description, juste avec quelques mots, je l'ai ressenti en moi, puis j'ai fait OK, je comprends, je pense vraiment qu'est-ce que ça peut vouloir dire de connecter avec cette énergie-là, puis de venir la réveiller en nous. C'est vraiment ça, hein, c'est comme de venir réveiller ces qualités-là. Puis Oui. on dirait que, on dirait que là, je marche le monde en ayant ces petits germes-là, tu sais, puis de le faire souvent. Mm. C'est comme une plante, là. Faut que tu l'arroses si tu veux qu'elle germe. Fait il y a ça dans la répétition, puis c'est tellement pas dans notre culture actuelle de faire ça que des fois, je me sens gênée de le faire, mais puis c'est pas à la mode, là, en ce moment, mais il y a quelque chose de vraiment beau dans cette pratique-là, puis de le faire souvent, puis de chanter les mantras, Mhm. tu sais, il y a quelque chose dans ma tête qui est comme, ben là, c'est une vieille affaire, on fait plus ça maintenant, mais de reconnecter avec cette puissance-là de cette pratique-là, là, il y a des Ah, beaux cadeaux, là. c'est vraiment beau. C'est Mhm. vraiment. Moi, j'étais étonnée du pouvoir de Ouais, ça, de ces méthodes-là. Quand j'ai appris ça, là, ça ouais, faisait déjà 25 ans que je méditais, méditation Vipassana plus oui, silencieuse ou Shamanta. Et quand j'ai commencé à faire des méditations tantriques, parce que c'est les ouais, tantras, euh, moi, je ne pensais pas que j'allais aimer ça du tout. Surtout que j'étais déclenchée parce qu'elle a une petite taille et elle a un corps d'une fille de 14 ans. ouais, c'est Puis là, ça. j'étais comme, OK, on rentre encore dans le patriarcat conditionné, que si t'es grosse et vieille, mais là, tu peux pas être Tara. Fait que j'en ai Ouais. parlé avec mes profs et j'ai défait, tu sais, ces croyances-là pour moi, là. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'étais complètement comme toi, abasourdie du résultat, de ressentir. C'est comme un mystère encore pour moi que ça Mhm, marche, mhm. de ressentir que ça rouvre mon cœur autant. C'est comme si je connecte avec moi-même à travers elle, vraiment. Ouais. Mais je ne pensais pas que ça allait être puissant comme ça. Et les gens qui prennent la formation, même si c'est juste un intro ou qu'ils le font sur Zoom avec un prof bouddhiste, c'est souvent cette expérience-là. C'est comme, ah, c'est bien mystérieux, la Ouais. manière que ça marche dans le psyché. Encore, on pense qu'on sait tout, mais puis là, ils font des études en ce moment, ça a l'air à Harvard puis ailleurs, puis qui disent la visualisation, c'est un des moyens, parce que c'est ça qu'on utilise dans ces méditations-là, la visualisation en même temps que le son, Mhm, le mantra, c'est le son, et l'ouverture du cœur en même temps, que c'est hyper puissant. C'est ça qui fait que le monde change rapidement. mhm. Fait que c'est des vieilles C'est technologies. ça, c'est tellement C'est vieux on se dirait, ben là, c'est dépassé cette affaire-là, mais Mais non, c'est des grands sages qui ont fait ces ouais. méditations-là. C'est des grands, grands Mhm. sages. Il y en a eu sur la terre. Tu sais, juste ça, de se souvenir. Moi, quand j'étais jeune, ça m'a aidé. Je lisais beaucoup. Je faisais juste ça, lire. Et je lisais des livres sur des sages, là, puis ça m'inspirait. Tu
C'est de se souvenir qu'il n'y a pas juste du monde avec notre mental qui existe. Il y a Mhm. toutes sortes de sagesse qui existent à l'extérieur. Mhm. C'est pas parce qu'on ne le voit pas en ce moment dans les médias que ça n'existe pas. Ouais, ouais. La Terre est source de sagesse elle-même. La nature, c'est de la sagesse. Mhm. La manière qu'une carotte pousse, tu mets une petite semence, puis tu as une super belle grosse carotte orange. C'est Mhm. quand même merveilleux, là, tu sais. Il y a Ouais. plein de miracles qu'on prend pour acquis. Fait que c'est la même chose pour la méditation. C'est très puissant et il y a du monde qui peuvent le décrire pourquoi. Moi, j'aime juste être dans le mystère et ressentir cette force-là en moi qui Mhm. grandit quand je fais ces pratiques-là. Ouais, ouais. Ben, c'est ça, c'est c'est déjà là. Tout, tout ça existe, puis ça prend, on dirait, une humilité, un désir de ralentir, puis de se désidentifier à la culture autour, là, ça demande comme une certaine dose de courage, on dirait, Mm. puis c'est ce que... Puis c'est la dernière chose que je veux dire comme merci pour aujourd'hui, mais merci par ta façon de vivre, puis par tes choix, d'inspirer tellement de gens qui viennent vers toi, dont je fais partie, à challenger les idées ambiantes, comme ben là, les pratiques bouddhistes là, de chanter des mantras, là, c'est un peu dépassé, de juste ouvrir ces chemins-là, ces possibles-là, puis de pas juste tout prendre comme des obligations, puis des injonctions, puis de bâtir une vie qui est différente, puis d'être émerveillé par la technologie de la nature qui fait son affaire, puis qui est tellement plus grande que nous. Tu sais, c'est comme de Ouais. descendre un peu de notre mental d'humain qui est associé à toute notre culture et tout ça, puis de s'ouvrir à des pratiques comme ça, puis qui sont tellement simples, tellement accessibles et tellement profondes. Comme financièrement, c'est accessible, la nature. Je sais qu'il y a des Oui. obstacles pour beaucoup de gens, mais je veux Mm. dire, quand tu étais jeune, tu as pris le pouce, tu es sorti de la ville pour aller en nature. Oui. Il y a une façon d'accéder à toutes ces choses-là, de se guérir soi-même. Tout ça, c'est devant nous. Puis c'est justement, c'est peut-être pour ça que c'est pas si populaire, c'est que ça rapporte pas d'argent à personne. Fait mais Mm. tout est là, tu sais. Oui, Mm. c'est tellement le fun, là. Mm. C'est quand on est vraiment, quand on a, tu sais, le monde me dit, t'es courageuse. Moi, je suis pas courageuse. C'est ce que j'aime depuis que je suis jeune. Je suis une Mhm. fille comme ça. Mais c'est sûr que la vie que j'ai vécue, il fallait que je développe la force et la résilience parce que j'étais quasiment tout le temps toute seule. Je n'avais pas vraiment de parents. Mais en même temps, quand quand tu restes toujours collé avec ce que tout le monde fait dans ta vie parce que tout le monde le fait, c'est juste de reconnaître, c'est parce que j'ai peur de quoi si je suis différente des autres. Tu sais. Fait que c'est tout de suite une envie de s'aimer, de se connaître. Au lieu de rester juste dans je fais ça, j'ai 32 ans, il faut que j'ai des enfants, j'ai 50 ans, je vais être dans la ménopause, je vais prendre des hormones comme tout le monde. C'est de prendre le temps de voir sa vérité à soi, là. Mhm. Ça semble prendre du courage, mais en même temps, c'est tellement le fun de se découvrir. C'est le meilleur jeu sur la Terre, c'est de découvrir qui toi tu es. Mhm. Parce que suivre les autres, ça peut être bien plate. Ouais. Puis tu suis les autres parce que tu as peur de qu'est-ce que tu as en dedans. Fait que je pense que ça prend beaucoup d'inspiration pour les gens de lire des livres, de voir des façons de faire différentes. Là, ça va ouvrir la conscience Mhm. à plus de choix. Ouais, puis après ça, de voir c'est quoi notre note puis notre tonalité de voix qu'on va venir ajouter dans la communion humaine, dans le vivre ensemble, dans qu'est-ce qu'on fait collectivement quand on va Oui, chanter. exact. Ouais. Merci énormément, Gina, pour ton temps, pour ta présence, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Pour les gens qui veulent approfondir, on a parlé de la formation en ligne de focusing. Il y a des formations des fois présentielles. Ils sont sur ton Facebook, je pense, quand on veut savoir un peu. Pas vraiment, hein? Non, c'est plus revenir à la nature en soi. Sur le site web. Le site Oui, web. je vais mettre les liens. OK. OK, parfait. Merci, Gina. Merci Merci, c'était le énormément. fun. C'est le fun? Yes! Yay! Ça t'a pas Non, trop fait souffrir là, de non, parler aussi longtemps? non. Non? OK. Merci. Bye. Wow! Vous êtes encore là? Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet
Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.